Bonsoir, ravi de vous retrouver pour Talkback GP et pour ce premier numéro consacré au FIM EWC, c'est-à-dire le championnat du monde d'endurance. Alors, je suis évidemment ravi d'être là et de pouvoir avec vous commenter, revenir sur cette première épreuve du championnat du monde 2024 qui s'est déroulée ce week-end sur le circuit Bugatti au Mans. Mais j'ai aussi des invités avec moi. Le premier, il est à mes côtés en studio et on le remercie d'avoir fait l'effort de s'arrêter avant de rejoindre son domicile un peu plus haut en Belgique. C'est ça, David? Tout à fait, Bonjour, David. Alors, pour la première, je vais essayer de le faire correctement. David Auerbacher. c'est exact. Voilà, vous êtes le responsable du programme EWC chez Dunlop et donc vous étiez aux 24 heures du Mans ce week-end. Tout à fait. Bon, Merci ça pour c'est l'invitation. pas trop mal passé, on va dire, avec une- cette BMW deuxième. Tout à fait, une bonne semaine. Voilà. Alors, David est avec nous en plateau, mais on a aussi deux invités en visioconférence et on est ravis de les recevoir. Et je vous remercie encore une fois, messieurs, d'avoir trouvé la disponibilité pour nous rejoindre. C'est Damien Saulnier, le team manager du Yoshimura CERT Motul, vainqueur de cette 47e édition. Bonsoir Damien. Bonsoir Eric, bonsoir à toutes et tous. Ça Ravi va, d'être avec vous, récupéré, bien évidemment. remis de ses émotions? Disons qu'on se remet toujours plus facilement avec une victoire qu'une défaite ou voire un abandon. Donc oui, on a une bonne nuit, c'est reparti, on est sur une phase de rangement maintenant. Oui, ça c'est le mauvais côté des choses, si l'on peut dire comme ça. Et puis à vos côtés, Damien, qui va nous accompagner pendant cette première partie de l'émission. On est ravi de recevoir Julien Diguet, le team manager de la Honda numéro 41 du team Chrome Burner RAC 41. Bonsoir Julien. Bonsoir Eric, bonsoir David, bonsoir Damien. Bon, ça va, remis aussi, vous aussi, Julien, toute l'équipe est remise de ces 24 heures ô combien difficiles au niveau météo. Oui, globalement ça va, on manque un peu de sommeil, mais effectivement, comme Damien a dit, avec un bon résultat, ça aide toujours à se réveiller le matin quand même. Ça aide à se lever, effectivement. Allez, on rappelle que Julien et son équipe ont terminé deuxième dans la catégorie Superstock. Et c'est aussi avec cette catégorie qu'on va s'entretenir, David, parce que le Dunlop est partenaire de la catégorie Superstock sur la Coupe du Monde de FIM Endurance Superstock. On parle de Coupe du Monde pour ce qui concerne le Superstock. Alors, on va évidemment rentrer dans le vif du sujet avec cette 47e édition des 24 heures du Mans. On va commencer évidemment par Damien, mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, David, ce que je voulais voir avec vous, c'est sur une épreuve comme les 24 heures, au niveau logistique, qu'est-ce que ça représente pour Dunlop en termes d'équipe humaine, pneumatique? Quels sont les chiffres que vous pouvez nous donner? Alors, pour vous donner quelques chiffres, une semaine d'endurance, c'est 6 semi-remorques, un service, 5 camions pour stocker les pneus. On emmène environ 3400 pneus pour les 35 équipes présentes qui roulaient sur Dunlop, les 31 Superstock et les 4 en EWC. Et c'est environ 25 à 30 personnes entre les ingénieurs, les monteurs, les personnes qui s'occupent de l'admin et du stock. Ouais, ça fait une belle logistique et c'est vous qui gérez tout ça. Et c'est moi qui gère tout ça, oui. Ouais, c'est pas facile pour les team managers, mais ça doit pas être facile pour vous non plus. On a pas mal de choses à gérer, les team managers et moi, c'est certain. Ok. Alors, on va commencer par vous, Damien. Damien, on va dire que cette édition a été très difficile. Je pense que vous ne nous contredirez pas d'un point de vue général, parce qu'on s'attendait à ce qu'il ne pleuve pas, mais par contre, au niveau du froid, la météo avait prévenu, mais ça a quand même été des conditions très, très difficiles pour tous les pilotes, pour tous les intervenants, pour tous les participants même, je dirais. Et vous y compris, il n'y avait pas moyen de passer outre ce froid. Mais là, on n'avait pas trop de solutions. L'année dernière, on s'était déjà un petit peu préparé, on avait déjà un petit peu du recul par rapport à des températures fraîches, mais il s'avère que cette année, il a fait quand même très très froid, mais même, je dirais, tout au long de la course, parce que même au départ, on n'était pas en t-shirt sur la ligne de départ, on a gardé les polaires, on était bien habillés parce qu'il faisait déjà relativement frais. Alors la bonne chose, comme vous le dites, c'est qu'il n'a pas plu. Ça, c'est plutôt très bien, que ce soit pour les spectateurs, pour les gens qui sont venus voir l'événement, mais pour nous aussi en tant que concurrents, team, les pilotes, etc. La course est quand même beaucoup plus sympathique quand il ne pleut pas. Après, on appréhendait un petit peu la nuit, je pense que Julien sera d'accord avec les basses températures, et puis voire même on se posait la question si oui ou non on allait se rapprocher vraiment du zéro, auquel cas après on pouvait tout imaginer, un arrêt de course, pourquoi pas, et tout. Donc, je crois que les températures n'ont pas descendu en dessous de 1-2 degrés. Nous, on l'a vérifié. Mais ça a permis au moins de faire la course sans interruption. Et puis, surtout, en ayant une bonne course sans interruption, ça fait un bel événement. Après, forcément, il a fallu jongler avec
l'esprit de la course, les retardataires, safety car qu'on a eu et qu'on appréhendait. Si oui, il y avait eu quelques safety cars, ça aurait été compliqué, je pense. Ouais, il n'y a eu qu'une neutralisation, hein. Je crois que c'est une sorte de record quelque part dans la course des 24 heures, hein. Exactement, il n'y a eu qu'une neutralisation et il s'avère que s'il avait été en pleine nuit, moi ce qui me faisait peur, c'est la remise en rythme des motos. Et comme j'avais dit, j'avais été voir en direction de course avant le départ et j'avais vu des gens sur la ligne de départ. Je leur avais dit soyez vigilants que quand ça va repartir, entre le garage vert, il y a de la reprise de vitesse rapide avec un freinage bien appuyé, gauche-droite. Quand le safety va rentrer au raccordement, là par contre, la Dunlop me fait énormément peur parce qu'on Mhm. on est longtemps derrière un safety pneu froid et on rentre dans une courbe qui est très rapide. Donc là, attention. David, je crois qu'on a échangé juste avant le début de l'émission. La température de piste, c'était 2 degrés au plus froid de la nuit, c'est ça? Descendu vers 3 ou 4 degrés vers 5 heures du matin, oui. Ouais. Julien, j'imagine que pour vous aussi, ça a été compliqué à gérer ces conditions très difficiles. C'est pas simple pour passer les consignes aux pilotes, j'imagine. Oui, effectivement, c'est pas simple. Et en fait, la difficulté, c'est que les pilotes, en tant que pilote, quand on part sur des conditions qui nous semblent fraîches, on a tendance à dire on va prendre un peu de marge de sécurité. Et en fait, c'est plus compliqué parce que si on perd la température du pneu, c'est là qu'on se met en danger. Donc en fait, c'est un petit peu l'inverse. Il faut être capable de maintenir les températures de pneus. Donc de dire à un pilote, bah, il faut que tu fasses attention, mais il faut que tu freines quand même fort ou que tu accélères fort pour garder ton température. C'est vrai que ça, c'est pas simple à gérer. Alors, sur la course en elle-même, pardon, Damien, moi aussi je suis un peu fatigué, mais bon, ça, ça va le faire. Il y a eu un super début de course parce qu'il y a eu une très très belle bagarre, hein. On avait la Yamaha avec vous, on avait aussi la BMW qui a raté un tout petit peu son départ, hein. David, elle a été un petit peu plus longue à se remettre en route. Est-ce qu'au niveau du début de l'épreuve, par rapport justement à la météo, il y avait eu un ciblage pneumatique bien particulier, Damien, de votre part, pour être justement performant dès le début? Oui, on avait opté pour un certain style de pneu pour le départ et les températures qui étaient plutôt correctes. Et après, la difficulté, c'est à quel moment on va passer l'autre gamme de pneus qui nous permet d'être toujours performant quand la piste a refroidi. Parce qu'on n'a pas de relation forcément avec ce soit nous, on n'est pas forcément de la même marque que David, mais Bridgestone équipe trois motos, la Honda, la Yam et nous, et on ne sait pas forcément quand eux vont changer de pneu, donc il fallait être malin et puis passer le pneu opportun par rapport à la baissée de température et pas se retrouver à un moment avec un pneu qui ne corresponde pas. Donc là, ouais, on avait Stéphane, notre ingénieur pneumatique, qui a été plutôt très bon et qui nous a très très bien conseillé. Et David, je pense que c'est là où le rôle des techniciens Dunlop, notamment, qui encadrent ces équipes, que ce soit en EWC ou même en Superstock, parce que j'imagine qu'il y a aussi de l'attente du côté des équipes de Superstock, on va le voir avec Julien, c'est là où le rôle du technicien pneumatique prend tout son sens, c'est d'accompagner l'équipe. Alors, est-ce que c'est elle qui décide jusqu'au bout ou est-ce que le technicien peut influer sur cette décision? Alors, c'est toujours l'équipe qui va décider de ce qu'elle fait, mais les techniciens qui sont en pit lane, on en a entre 6 et 8, autant pour les équipes AWC que les Superstock, sont là pour aiguiller, aider les équipes euh, en termes de couverture chauffante, de pression, de pneus, de température des couvertures chauffantes, de la durée utilisée. Julien mentionnait la nuit et les conditions difficiles. Il y a des petites choses qu'on peut faire aussi au niveau préparation du pneu, donc pression et température, pour essayer d'aider les pilotes à avoir une pression stable et ne pas avoir trop de perte de température sur piste. C'était compliqué, Julien, justement, à gérer par rapport aux pneumatiques dont vous disposiez, parce qu'on rappelle qu'en Superstock, vous avez deux définitions de pneumatiques avant, deux définitions de pneumatiques arrière. Comment on arrive à s'adapter justement avec les enveloppes mises à disposition? Oui, c'est compliqué. Après, l'année dernière, effectivement, on avait eu la chance qu'on a, c'est que ça fait 2 saisons, enfin 3 saisons qu'on nous avec les Dunlop. Et l'année dernière, on avait déjà des conditions de froid, donc on avait déjà des informations sur le comportement du pneu. La montre que Dunlop nous propose, en fait, elle a une très large possibilité de température. Elle est vraiment bien faite. Et effectivement, nous, on a des conseils des techniciens. Jamais ils prennent de décision pour nous. Ils nous laissent faire, ça c'est super. Et ils nous donnent des informations sur ce qui se passe sur la majorité des teams. Mais à aucun moment ils vont nous dire bah tiens, tel team fait un tel ou un tel. Ils nous laissent vraiment jouer le jeu de la compétition.
ils sont vraiment très bien pour le conseil. Et c'est eux qui nous ont donc dit, si vos pilotes conservent un bon rythme et qu'on a du pneu qui est à la température et qui maintient sa pression, bah, à ce moment-là, on va vous orienter vers tel grade de pneu ou vers tel grade de pneu. Et ça, c'est vrai que c'est des informations qui sont importantes parce que nous, on n'a pas les compétences et les capacités d'un team WC parce que la majorité de notre équipe sont des bénévoles. Donc du coup, ces données, ben, si on a, nous, l'apport que Dunlop nous amène, ça nous donne des infos que nous, on n'a pas la capacité ou les moyens techniques d'aller chercher. Et ça, c'est vrai que une vraie bonne chose. Aussi bien pour le côté compétition, parce qu'effectivement, on a envie d'être devant et de gagner, mais principalement pour le côté sécurité. Moi, aujourd'hui, si la moto, elle finit par terre et que mon pilote se fait pas mal, c'est pas grave parce que c'est la course. S'il finit par terre, que le pilote se blesse, ça me gêne. Donc, c'est vraiment, vraiment super d'avoir ces données techniques qui nous permettent déjà de mettre nos pilotes en sécurité. Très bien. Alors, on va rentrer maintenant plus précisément dans le déroulé de la course, Damien. Comme je le disais, on a eu un superbe début de course. Et puis, très vite, on a compris quand même que les pneumatiques seraient au centre un petit peu de cette 47e édition. Il y a eu quand même pas mal de chutes. Les conditions étaient difficiles, on l'a dit. Il y avait la température de piste, parce que vous l'avez répété, même samedi après-midi avec le soleil, finalement, il faisait pas si chaud que ça. Et puis, vous vous êtes échappé avec la Yamaha. On s'y attendait un petit peu. Il y a eu d'abord la chute de la FCC qui vous laisse un peu libre et dans ce bras de fer. Et puis, le premier fait marquant pour vous, Damien, c'est évidemment la chute de votre machine avec Greg Black qui s'est fait surprendre à la réaccélération des S-Bleus. Est-ce que vous avez compris ce qui s'était passé? Parce qu'on a eu, pendant le direct, on ne va pas se cacher, hein, je commentais pour la chaîne L'Équipe et on vous a eu au micro de Denis Guérin. Vous nous aviez expliqué qu'il y avait eu un problème de reset et que visiblement Greg s'était trompé sur les boutons à réenclencher. C'est ça, en fait, l'explication réelle? Alors, l'explication, c'est qu'on a un système pour remettre la réserve à zéro quand on remet de l'essence. Et on a deux techniciens qui le font. Et visiblement, ils l'auraient mal fait les deux en même temps. Alors, c'est bizarre, non? C'est pas mal. Greg, il connaît la manip parce que quand il voit l'alarme, le voyant au tableau de bord allumé, il connaît la manip pour la couper, pour l'éteindre. Bon, bah, il l'a pas bien fait. Et du coup, il s'est avéré que il a fait une manip et ça a coupé le traction control. D'où l'explication après de la chute. Donc, c'est quand même dommage que les deux techniciens, mais on a répété, mais je ne sais pas, peut-être des centaines de fois, pas de problème. Là, les deux le loupent en même temps. Greg le loupe par-dessus et en plus, il désactive le TC. On peut pas faire mieux quand même. Donc, ça explique la chute. Voilà. Vous vouliez vous mettre un handicap, c'est ça? C'était pas prévu, on l'a pas. Stratégiquement parlant, on n'était pas dans. Bon, après, il y a eu, on va pas non plus occulter ce fait, il y a eu cette polémique par rapport à la manœuvre de Greg qui rentre au stand en réempruntant la piste en sens inverse. Bon, il y a eu une pénalité, il y a eu un passage par la voie des stands. Concrètement, vous perdez quoi? Vous perdez un tout petit quart d'heure à peu près au niveau de la remise en état de la machine avant de repartir, c'est ça? Ouais, il y a 10 minutes. Après, par rapport à l'action de Greg, alors j'ai été me renseigner vraiment en reprenant le règlement. Quand la moto est tombée, elle était dans le mauvais sens de la piste, donc il n'y avait pas vraiment d'autre solution que de traverser, enfin, ou de faire. Et puis en plus, il faut retrouver un peu les esprits. Il a tapé un peu la tête quand même. Enfin, donc retrouver les esprits, traverse la piste. Et la manip qui fait qu'il n'aurait pas dû faire, c'est la deuxième action, c'est de traverser la piste. C'est là où il traverse un peu en diagonale, dans le mauvais sens de la piste pour rejoindre la pit lane. Il aurait dû reprendre sur cette action-là, reprendre le sens de la piste et reprendre la pit lane plus loin. Oui, il aurait pu rentrer à l'intérieur du virage du raccordement qui est l'entrée des stands pour les 24 heures auto, par exemple. Ça, c'était possible. Ça, c'était bon. La première action d'aller en sens opposé, bah, là, il faut qu'il traverse. Dans tous les cas, il ne va pas rester sur la piste. Mais la seconde, de couper trop court pour rejoindre la pit lane, il aurait fallu, comme vous dites, qu'il reprenne la voie voiture. Exactement. D'accord. Donc là, on part 10 minutes, on perd 10 minutes à peu près. Vous tombez aux alentours de la 30e place, si je ne dis pas de bêtises, au niveau du classement provisoire. L'état d'esprit, quand on repart comme ça à la bagarre, quel est-il? Alors après, je reviens sur le Greg, son action. Le truc, c'est que c'est pas forcément évident. C'est vrai, quand on est dans le stress de la course, de venir vite au stand, lui, il voit la voie qui est à portée de main et tout, il la prend. Enfin, je veux dire, sincèrement, j'aurais fait, je pense, la même chose. C'est tellement facile de faire ça. C'est tellement après facile d'argumenter comme quoi il n'aurait pas fallu le faire. Voilà. Mais c'est vrai que l'action, elle est pas bonne. Mais quand on est dans le feu de l'action,
c'est pas forcément simple. Après, on perd une grosse dizaine de minutes, on descend avant la 15e place. Et puis après, il faut repartir, retourner au charbon et puis rouler sans avoir d'embûches, hein. C'est ce qui s'est globalement passé. On a eu un petit problème sur une biellette de sélection. Greg est rentré lui également avec un problème de sélection. Les vitesses passaient plus, c'était la biellette. On n'a pas compris pourquoi. C'est arrivé il y a très longtemps. Mais voilà, on l'a changé et c'est reparti. D'accord. Bon, on reviendra après sur cette remontée, parce que remontée, il y a eu, et puis rebondissement également. Julien, vous, évidemment, dans votre course, vous êtes concentré sur votre équipe, etc. Mais quand vous voyez tous ces incidents, parce que la chute de la numéro 12, elle arrive après la chute de la FCC, il y a eu pas mal de pilotes aussi dans votre catégorie qui se sont fait piéger. Comment vous réagissez? Vous prenez, entre guillemets, non pas peur, mais en tout cas des mesures en disant attention les gars, calmez-vous, etc. Ou quelque part vous dites on va peut-être gagner des places et finalement ça va peut-être nous sourire. Dans quel état d'esprit on est quand ça part aussi bizarrement, j'allais dire? Mais en fait, quand on regarde les chutes, on essaie de les analyser pour comprendre si ça vient de la piste, si ça vient d'autre chose. Et notamment sur la chute de Greg, clairement, nous, on avait identifié qu'il y avait un problème d'électronique parce qu'on ne comprend pas pourquoi ça décroche. Alors, Greg, c'est un pilote qui est fiable. Et en plus, on sait que la GSX-R, elle est performante. Et donc, on trouvait ça un peu bizarre. Et après, il y a eu je crois que c'est Dan qui doit aussi glisser avec la moto. Oui, à au la moment où il sortie. ressort des stands, effectivement. Ouais. Voilà, tout à fait. Et donc là, on s'est reposé la question et on a regardé pourquoi il a fait ça. Et on s'est dit, bon, en sortant des stands, c'est peut-être que le pneu était un peu frais, etc. Donc oui, effectivement, ça nous alerte. Ça nous alerte et puis on se tient, un peu en vigilance. Et c'était surtout la température de piste qui nous inquiétait. Donc nous directement, on donnait l'info au pilote qu'il fallait charger plus fort les freins quand on était droit, lâcher un peu plus rapidement, accélérer un petit peu plus doucement quand on était sur l'angle. Et tout de suite, on leur demande de corriger un peu le pilotage, les quelques tours, le temps qu'ils reprennent la confiance de la piste. Et puis c'est pareil, à un moment, on a eu la 777 et puis la 5 qui ont chuté aussi en perdant l'avant. Voilà, on a tout ça, on y fait attention. Et moi, je disais aux gars qu'il fallait faire attention sur l'échec de frein et justement parce qu'on avait la sensation que sur l'angle maxi, on n'avait pas trop de grip, quoi. Donc, mais non, quand on regarde, pour analyser les courses, on regarde vraiment ce qui se passe sur toutes les motos, et notamment sur les motos officielles, parce qu'on sait vraiment que les pilotes, ils savent piloter, que c'est du pilote fiable et que les motos, elles sont bonnes. Donc, si eux ont des problèmes, soit c'est parce qu'il y a une erreur de pilotage, ce qui peut arriver, soit c'est la piste. Et c'est par cette moto-là qu'on arrive à savoir si c'est des problèmes de piste ou pas, quoi. D'accord, donc une vraie source d'information pour vous en catégorie super stock. David, je me tourne vers vous parce que ce que Julien explique, c'est vraiment intéressant. Les pneumatiques, quand ils sont sous couverture, ils sont à quelle température? Mais ils sont chauffés, bien sûr, mais ils sortent à quelle température à peu près, vous savez? Enfin, vous savez, oui, forcément, j'imagine. Alors, on peut modifier, la plupart des équipes ont des couvertures chauffantes qui permettent de modifier la température, ce qui est d'autant plus important quand il y a des conditions qui changent pendant la nuit, par exemple. Donc on a pour un pneu arrière, pour des pneus, pardon, pour un train de pneus slick, on va faire chauffer les pneus à 80-90 degrés pendant 1h30, 2 heures, ça c'est l'idéal. D'accord. Et après, en température, j'allais dire, d'utilisation sur la piste, c'est des températures qui vont monter également, non? J'imagine que le pneu, il monte encore plus haut, non, en température? Le pneu va encore monter, alors ça va dépendre, on a tendance à aiguiller les équipes avec des pressions plutôt que des températures, parce que les températures de fonctionnement ont beaucoup de paramètres, et donc on est plutôt sur des températures quand on parle de couverture chauffante. En piste, les pneus vont pouvoir monter à 100, voire même 120 degrés, ça dépend aussi des conditions extérieures, mais l'objectif c'est d'être dans des pressions stables, en sortie de couverture chauffante et en piste. D'accord. C'est vraiment le point d'importance, c'est d'avoir une pression constante pour que le pneu, en fait, garde toutes ses capacités, j'allais dire, c'est ça? C'est ça, c'est que la pression en sortie de couverture chauffante, quand la moto sort du box ou de la pit lane, il faut que la pression reste la plus constante possible, ça c'est l'objectif. D'accord. Damien, on revient vers vous par rapport au reste de l'épreuve concernant la Suzuki numéro 12. Dan Linfoot faisait ses grands débuts à vos côtés, aux côtés d'Étienne Masson et de Greg Black. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'était pas forcément connu du grand public et du milieu de l'endurance, mais il a quand même plus que bien rempli son rôle, non? Eh bien, il a fait une course formidable, il a fait une belle semaine. J'ai contrat rempli, premier événement. Moi, je peux rien on n'a rien à lui reprocher. C'est un bon mec.
C'est un rapide sous la pluie, c'est un rapide sur le sec, il est robuste, il tombe pas, et moi on me l'avait, vendu avec tous ces arguments, mais je trouve que, bah, il a vraiment, ouais, il a vraiment assuré tout au long de la semaine. On le connaît peu, il a roulé, en British Superbike, il avait roulé sur la Volkswagen, il a roulé sur différentes motos, mais on le connaît peu, c'est vrai, mais c'est également un mec qui est relativement discret, donc d'où le fait qu'on le connaisse pas beaucoup. Néanmoins, ça reste un super mec. Il a quel âge, Damien, Dan? Il a un peu plus de 30 ans, non, c'est ça? Ouais, 36 ans. Mmh. D'accord, Ouais, ok, ouais. 36 ans avec une grosse expérience quand même de 1000, de 600. Et puis l'avantage pour nous, c'est que quand on a commencé à échanger ensemble, c'est qu'avec une petite analyse, il s'avérait qu'il connaissait tous les circuits de l'endurance, Le Mans, Spa, Suzuka, Le Bol, le Castellet, qui connaissait la Suzuki parce qu'il a roulé au Japon avec la 76, qui connaît les bridges. Donc du coup, il y a un package qui pouvait fonctionner et qui malgré tout fonctionne plutôt bien pour l'instant. Donc il a été un artisan évidemment important dans cette remontée, puisque vous allez vous lancer dans cette folle remontée. Et tout bascule au petit matin dimanche. Il est à un peu moins de 7 heures avant les 16 heures de course. La Yamaha part à la faute, au même endroit d'ailleurs, et c'est assez surprenant que Greg. Et c'est là où tout bascule. Vous étiez remonté quand même en troisième position. Et là, il va y avoir un concours de circonstances heureux. On y reviendra tout à l'heure avec David. C'est que la BMW est arrêtée à son stand. Elle doit récupérer la tête de course. Il y a un problème sur un changement de silencieux d'échappement. Et finalement, vous repassez devant. Mais finalement, vous êtes en tête. Mais c'est toujours la bagarre justement avec cette BMW. Donc, est-ce que c'est deux phases de course différentes pour vous? Il y a d'abord la remontée, donc impliquer les pilotes parce qu'on sait que vous êtes là pour gagner, donc c'est pas toujours évident de les impliquer dans une remontée. Et ensuite, c'est de se dire, bah maintenant on est en tête et il faut continuer la bagarre, mais d'une autre façon. C'est compliqué de switcher un petit peu. Ouais, on s'est posé beaucoup de questions au moment déjà, comme vous dites, où la Yart est tombée, sachant que j'ai une petite pensée pour eux parce qu'ils ont quand même fait une très très belle semaine. Ils ont été rapides dès le départ, ils ont été très rapides au qualif, ils ont fait la pole. En course, on a bien vu qu'ils seraient présents, ils l'étaient, ils l'ont été tout au long de la course. Et dommage de cette chute qu'il est contraint forcément à ne pas gagner. Alors après, je ne vais pas me plaindre, bien évidemment, mais j'ai un petit clin d'œil pour eux parce qu'ils ont vraiment fait une belle course. Donc ça a été le premier événement. Et puis après, quand la BM allait rentrer, là, il y a eu un. C'est pour ça que l'endurance, elle est jamais, une course d'endurance, c'est jamais terminée. Cette fameuse magie de l'endurance, quand on le dit très simplement, mais c'est vrai. Et quand après, il y a eu le souci, je crois qu'ils ont eu des soucis d'étrier, d'usure de plaquettes de frein, je sais pas, j'ai eu l'impression qu'ils s'étaient arrêtés un peu prématurément sur des plaquettes de frein. Et nous, c'est ce qu'on a vu de l'extérieur. Et également le problème d'échappement. Donc là, ça chamboule un peu la course parce que je savais très bien que dans tous les cas, la BM, elle progresse, qu'elle serait là et qu'elle serait dans le rythme. Et vous l'avez prouvé tout au long de ils l'ont prouvé tout au long de la course. Donc forcément, on misait bien sûr sur eux. Et ça nous a permis de retrouver un peu notre place avec eux et pour jouer en même temps qu'eux, parce que sinon on était relégué à plusieurs tours, à 4 tours avec la YAM et on était revenu, je crois, à un tour et demi de la BM. Mais néanmoins, ils étaient tellement rapides que c'était compliqué de revenir sur eux parce qu'on remonte rapidement sur les premiers, enfin sur les places un peu antérieures. Mais quand on revient sur les premiers du classement, ça joue un on roule coup de dans les dixième. Hein. nous, Ça a été une lutte très, très intense pour vous, David, parce que comme le dit Damien, c'est vrai que la Yamaha, elle avait quand même dominé les essais, le record de la piste pour Nicolo Canepa, le record du Tour en course. Cette BMW, donc, qui est chaussée en pneumatique Dunlop, elle jouait la victoire. Comment on suit après ces dernières heures de course? Parce que je crois que pendant très longtemps, ça a été très difficile à faire la différence. Ça se tenait en moins d'un tour. Il y avait entre 30 et 1 minute d'écart entre les deux motos. Comment on le vit quand on est partenaire justement de cette moto qui peut se battre pour la victoire? Alors on croise les doigts et on regarde. Malheureusement, notre rôle, il s'arrête un peu dans les box au niveau de la préparation. Notre ingénieur chez BM aide forcément l'équipe toute la soirée, toute la nuit et pendant toute la course pour tout ce qui est pression et réglage. Il faut savoir que la BM a roulé avec le même pneu pendant toute la durée de la course. Ils n'ont pas changé de pneu pendant la nuit, ils ont adapté les pressions, c'est justement ce que vous expliquez. Ils ont joué éventuellement sur les réglages, mais pas sur le choix des pneumatiques. Et comme le disait Julien aussi, on a une gamme et on a des produits qui permettent de couvrir une large plage. Donc même pour les équipes super stock, pardon, on a des motos qui n'ont pas changé
du tout. Et donc, qu'est-ce qui se passe pendant la nuit? On regarde, il y a eu un petit incident, je n'ai pas les détails, mais effectivement, dans la pit lane, au moment où le CERT remontait, ils sont passés devant et puis l'écart était difficile à rattraper avec, je pense, 1 minute 30 tout au long des dernières heures, avec 2 motos très rapides et compétitives. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu un gros bras de fer. Damien, ce bras de fer avec la BMW, je le disais, il a été très très long à se décanter et finalement c'est arrivé dans la dernière heure où tout le monde a un petit peu rendu les armes. Sinon c'était compliqué. Vous pensiez que vous alliez arriver quand même à lâcher la BMW? Bah, l'équipage, ça va vite, hein. La BM, elle va vite, hein. C'est une moto, voilà, on la connaît, on a suivi leur évolution, et bien évidemment. Donc, il est certain que les avoir derrière nous, il fallait qu'on reste vigilant pour pas qu'on se laisse remonter. Alors, nous, ce qu'on surveillait, c'est simple, hein, j'ai devant moi 2 écrans constamment. Il y en a un qui affiche les chronos et l'autre, le suivi de la moto, enfin voilà, toute notre évolution. Bah, on suivait de façon très simpliste, les chronos de chaque pilote, sur chaque relais, le temps, les pit stops, et de savoir que oui, on était mieux sur ce tour-là, un peu moins, ils nous ont repris, et sur l'ensemble du relais, bah, globalement, ça s'équilibre. On faisait pas de choses magiques, c'est qu'on les surveillait. Ok. Après j'imagine que tactiquement parlant, le but du jeu, c'est de garder un gros rythme et aussi de se caler sur son adversaire pour gérer au mieux, comme vous le disiez, pour ne pas en donner plus qu'il n'en faut quelque part. Exactement, c'est pour ça que si on arrive à les contenir derrière nous avec un écart d'1 minute 30, bon, il y a un tour qui est moins bien parce qu'il y a des attardés, et puis eux après vont retrouver le même cas de figure. On a un pilote qui est un peu moins rapide à ce moment-là et eux un peu plus rapides. Et puis dans 2 relais, bah, c'est l'inverse. Donc globalement, les choses s'équilibrent comme ça. Mais c'est sûr que si à un moment on sent qu'on la voit remonter, bah, il y a 2 solutions. C'est soit on va un peu au charbon, comme on dit dans le milieu, on va un petit peu au charbon et puis on verra ce qui se passera parce qu'on veut impérativement gagner au risque de tout perdre et de tomber et de passer du temps dans le stand, ou alors eh bien, on se laisse remonter et puis on fera le mieux qu'on pourra, mais malgré tout, ça fera un podium. Stratégiquement parlant, sur le début de saison, c'est compliqué parce que, et puis nous, équipe du Mans, team basé au Mans à quelques centaines de mètres du circuit, bah, le Mans, c'est important pour nous, la gagner, ça a une certaine saveur. Oui, une course à domicile, c'est toujours important de bien y figurer. Julien, vous étiez presque à domicile parce que vous n'êtes pas très très loin du circuit Bugatti quand même. Votre course, elle a été un petit peu moins mouvementée, on va dire, on peut le dire comme ça? Ah, elle était ennuyeuse à mourir. Je sais pas si vous allez vous faire des amis, Julien, parce que terminer deuxième des 24 heures moto en disant que la course a été ennuyeuse, je sais pas si c'est la meilleure façon de l'aborder. Non, mais en fait, je dis ça parce que j'ai vécu des courses où on a, notamment à Spa l'année dernière, où avec la Nationale Moto et la Louis 33, on s'est retrouvés pendant 16 heures l'un derrière l'autre. Mais quand je dis l'un derrière l'autre, c'était un coup l'un, un coup l'autre, dans le même tour, à 2 dixièmes, 3 dixièmes les uns des autres. Et là, on y passe du temps. Là, nous, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la course était un peu différente. Nous, on a eu une petite galère. On a dû rentrer en tout début de course parce qu'il y a un guidon qui s'était desserré, un truc qui malheureusement arrive en sport mécanique, qui nous a fait perdre le contact. Dès qu'on a réussi, qu'on s'est détaché, les 3 motos, la 9, la 55 et nous, dès qu'on s'est détaché, ben là, on s'est dit: «Bon allez, on va aller au charbon, on va aller essayer de les rattraper», et en fait, c'était juste impossible. On avait exactement les mêmes rythmes. Donc ça a été l'enfer parce qu'au début de course, on n'a jamais réussi à rattraper, et nous, après, on a voulu prendre des risques, on a pris des risques, on a essayé de pousser un petit peu plus la conso. Du coup, on tombe en panne d'essence. On a voulu gagner en prenant pas les risques sur la piste, mais aussi en faisant la stratégie. On a tenté un truc, on tombe en panne d'essence à 300 mètres de l'entrée des stands. On a tenté, bon, c'est pas passé, mais je préfère ça plutôt qu'une chute. Donc là, on a perdu un peu de temps, puis après, on était à 3 tours et on a passé notre vie à 3 tours, dans les mêmes chronos, dans les mêmes dixièmes, chaque pilote. Les ravitaillements, c'était pareil. C'était ennuyeux parce que on était bloqué par la 55 qui fait une course fantastique. On a de la chance parce que la 9, elle a sa chute et puis après, elle a eu un problème technique. Donc, on a de la chance parce que même à la régulière, je pense que les places, elles n'auraient jamais vraiment bougé parce que il ne s'est absolument rien passé sur la piste, à part que nos pilotes ont été géniaux.
et les nôtres et ceux de la 55 parce qu'ils avaient un rythme incroyable. Mais nous derrière l'écran, c'était horrible parce qu'il se passait rien, 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 rien. Donc bon, voilà. Mais Bon, c'était chouette. merci La d'être course, venu quand même, hein. la course des Non, super stocks, franchement, elle est vraiment passionnante. Il y a de telles oui. bagarres. Mm. Ah Le oui. fait, alors, on est pour ou contre manufacturier unique dans les catégories, mais je trouve que ça offre quand même une très belle bagarre. Et il y a un bon niveau, il y a des top pilotes qui qui s'y intéressent, et on le voit, la bagarre, elle est juste exceptionnelle. À un moment, je ne sais pas si vous avez fait attention aux essais qualifs, je crois qu'il y avait 18 motos qui étaient dans une seconde, entre je crois que c'était la 10e et la 28e ou 29e place. Je trouve que ça prouve bien le niveau du championnat et l'homogénéité des teams. Et c'est vrai, Damien, ce que vous dites, que la catégorie Superstock, elle est de plus en plus disputée, elle est de plus en plus ouverte. Alors, effectivement, les mauvaises langues diront oui, il y a un manufacturier unique, mais de l'autre côté, ça met tout le monde sur un pied d'égalité, David. Et ça, c'est clair, net et précis. Tout le monde a les mêmes enveloppes. Il y a 2 spécificités pour l'avant, il y a 2 spécificités pour l'arrière. S'il y en a un qui va moins bien, c'est peut-être plus une erreur de choix de pneumatique par rapport aux conditions à l'instant T, plutôt que la différence entre Dunlop et puis un de ses concurrents. Donc ça, c'est vraiment important aussi pour vous que tout le monde soit traité sur le même pied d'égalité. Oui, absolument. Donc on a tout un système aussi en place de scanning des pneus, d'étiquettes qui permet aussi de montrer que tout le monde a les mêmes pneus. Et puis vous disiez, je rajoute, il y a 2 choix à l'avant, 2 choix à l'arrière, ça c'est pour les slicks. Et puis chaque équipe a aussi un train de pluie et un pneu intermédiaire arrière. Oui, donc ça c'est bon, évidemment. Là, on parlait des slicks parce qu'effectivement, les conditions des 24 heures moto ont fait que tout a roulé sur le sec. Heureusement, je dirais, vu les conditions, sinon on aurait eu de la neige. Mais ça aussi, même pour les équipes qui viennent vous voir, il y a plus, c'est une totale transparence en fait pour toutes les équipes du Superstock parce que on n'est pas là à se dire oui, mais lui il a peut-être ci, lui il a accès à des pneus que j'ai pas. Là, c'est tout le monde est sur un pied d'égalité. Tout à fait. Ouais. Julien, je voulais revenir vers vous parce que cette année, dans le règlement, il y a une petite subtilité, c'est qu'en Superstock, on peut rouler avec 4 pilotes désormais. Vous aviez fait le choix de rouler avec 4 pilotes. Je crois que c'est Martin Renaudin qui vous a rejoint sur cette édition. Qu'est-ce que ça change justement dans la gestion de l'équipe, même dans la gestion des pneumatiques? Parce que quand on est 3, on sait qu'à un moment, tout le monde va rouler sur des pneus neufs, mais quand on est 4 et que, comme David le disait, les pneumatiques fonctionnent sur 2 relais à l'arrière et 4 relais à l'avant, comment on gère ce facteur pneumatique? Alors, ouais, alors la gestion, ça a été la grande question et je pense que je pense que je l'ai pas trop mal géré parce que mes pilotes étaient pas mécontents, ce qui est plutôt une bonne chose. Vous voyez que c'était pas En ennuyeux. Ouais, non, ouais, c'est vrai ça. En fait, là où je me suis ennuyé, c'est que j'avais mis en place une stratégie où je m'étais dit: «Oh, le matin, si on est au coude à coude, on va physiquement, on va être dessus, on va les faire craquer». Et non, ça n'a pas été possible. En fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que justement, pour moi, c'était important effectivement la rotation des pneus. Donc du coup, j'ai fait croiser mes pilotes 2 par 2. C'est-à-dire que le 1 et le 2 se croisaient le 3 et 4 se croisaient. C'est-à-dire qu'en fait, mes rotations, je les faisais 2 par 2. Ce qui fait que Chris, qui est parti, son deuxième relais, il l'a pris à 20 heures. Parce que je l'ai fait partir en 1 et ensuite je l'ai fait partir, je les ai fait switcher avec Martin. Ce qui fait que eux, comme ils switchaient tous les deux, le premier avait un long repos. Donc je me suis dit que comme lui allait prendre le départ, généralement c'est un peu plus fatigant pour les pilotes. Donc ça lui faisait un long repos. Et puis la fois d'après, il faisait une rotation comme avant, en fait, que de 2 pilotes. Et ce qui fait qu'à faire comme ça, en fin de course, les gars, ils avaient un meilleur repos et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Il y a juste dans la nuit où j'ai fait où Jesco qui est arrivé là, qui vient du Moto2, qui connaissait pas la nuit, a roulé un tout petit peu moins vite parce qu'il manquait d'expérience, etc. Donc en fait, j'avais mis un repos un petit peu plus. Et puis le matin, je l'ai fait forcer un peu plus pour pouvoir essayer de recoller, quoi. Mais voilà, la rotation, ça c'était une vraie question. Je savais pas comment faire au début. Très bien. David, au niveau justement des équipes Superstock, le fait qu'ils roulent à 4 ou à 3, ça change rien dans la consommation pneumatique, ou est-ce qu'ils sont venus quand même vous demander des conseils par rapport à, justement, comme vient de l'expliquer Julien, à éventuellement une tactique de rotation pour que les pneus soient répartis équitablement? C'est le genre de questions que les team managers ou les mécaniciens peuvent demander à nos ingénieurs. On essaye de les aider. Ça va peut-être jouer sur les réglages et éventuellement... Pas le choix de gomme, mais je dirais plutôt la manière d'utiliser éventuellement les pressions. Certains pilotes vont préférer avoir 50 grammes de plus ou 50 grammes de moins pour avoir un autre feeling et une autre performance.
Mais dans l'ensemble, au niveau des quantités des pneus amenés et du type de pneus, ça ne change rien. D'accord. Et après, je voulais une dernière question par rapport à ça. Le Superstock, c'est la catégorie qui, on va dire, par définition, est la plus proche de la machine qu'on va trouver chez le concessionnaire. Le fait que Dunlop soit le manufacturier unique, ça aussi, ça vous sert pour le développement de vos produits routiers ? Oui, dans l'ensemble, et c'est aussi pour ça qu'on investit autant dans le championnat du monde d'endurance, c'est un super laboratoire pour développer nos produits. Et on va avoir des produits donc standards que les Superstock vont utiliser, mais aussi, contrairement à ce qu'on pense, les équipes en EWC vont rouler la majorité du temps avec des pneus standards. On a un cycle de développement qui est très rapide et donc des équipes Superstock vont rouler avec des pneus qui l'année passée ont été validés par une équipe officielle par exemple en catégorie ouverte avec des pneus spécifiques. Mais les pneus vont évoluer d'année en année. Alors c'est pas pour ça que le nom du pneu change, mais les gommes, les composants vont changer d'année en année. Et c'est ce qui explique aussi des fois des temps et des performances assez étroites entre le WC et le Superstock. Et ce sont des pneus que n'importe quel consommateur peut acheter dans le marché pour aller rouler en track days. Est-ce qu'on peut quantifier le moment où vous introduisez une nouvelle référence ou un nouveau pneumatique en compétition, justement sur le plateau de l'endurance, et le laps de temps qui va s'écouler avant qu'on le retrouve dans le commerce? Est-ce que c'est quantifiable ça, ou ça n'a pas forcément un laps de temps bien déterminé? On va dire qu'il y a un laps de temps déterminé minimum avec toutes sortes de tests, bien entendu, parce qu'un pneu doit passer par beaucoup d'étapes avant d'être validé. Mais dans l'ensemble, on va aller d'une année à l'autre. On va avoir un pneu qui a été développé une année et mis sur le marché l'année d'après. Ah oui, donc ça va très vite. Ça peut aller assez vite et ça peut prendre beaucoup plus de temps si on cherche quelque chose de spécifique. En fonction des technologies, j'imagine. Tout à fait. Ok. Damien, on en a parlé, la remontée, la bagarre avec la BMW, finalement vous arrivez petit à petit à creuser l'écart. On vous a vu très 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 tendu, très réservé dans le box jusqu'au baissé du drapeau à damier. Il fallait vraiment aller la chercher, cette 15e victoire qui vous offre le record pour Suzuki. On avait l'impression que vous étiez plus tendu que les années précédentes quand vous jouiez la victoire, non? On se trompe? Non, on se trompe peut-être pas trop, ouais. Non, mais disons que, enfin, je dis toujours, mais tant que le drapeau il est pas baissé, enfin, il peut toujours se passer quelque chose. Une casse moteur devant nous alors qu'on n'avait rien à se reprocher, on finit par terre. La FCC, une chaîne qui casse alors que je pense qu'ils savent très bien sortir les chaînes et leur partenaire sait faire des chaînes et il peut tout se passer. Enfin, il peut tellement se passer de choses et on l'attendait, enfin, on la voulait cette victoire. En 4 ans, on a gagné 3 fois. L'année dernière, on est passé à côté avec cet accrochage dans le premier virage du premier tour. Et puis là, on avait vraiment envie que ça fonctionne, qu'on mette tout bout à bout et que oui, ça paye et que oui, on gagne cette 47e édition. Donc, tant que c'est pas terminé, mais Julien le sait et je pense qu'on le sait tous, hein, David et vous, Eric, on le sait. Hein, dans tous les cas, la BM, même si elle avait été en tête, tant que c'est pas fini, il peut se passer tout et rien et il faut rester hyper concentré, vigilant, prudent jusqu'à la... Oh là, j'aime pas cette image. Jusqu'à la fin de la course. Non, mais ça fait partie de l'histoire et ça fait partie de la belle histoire puisque vous gagnez au final cette 47e édition, Damien. Du coup, vous êtes idéalement placé au championnat puisque vous menez le classement provisoire. Hein, vous avez 61 points. Vous avez déjà 9 points d'avance sur la Yamaha officielle du Yard qui est championne du monde en titre. Globalement, ça vous pose plutôt sur de très bonnes bases ce championnat 2024. Disons que oui, c'est pas beaucoup, c'est 9 points, c'est peu, mais on les a d'avance. Et comme je dis toujours, il vaut mieux les avoir d'avance que de retard. On verra, on fera les comptes en fin d'année. Maintenant, et ça permet surtout de partir sur Spa en étant en tête du championnat, nous de véhiculer, de communiquer sur cette belle victoire. Yoshimura va repartir au Japon, l'équipe de Yoe va repartir au Japon forcément avec le sourire. J'ai hâte d'avoir les retours directement de Fujio et de l'équipe Suzuki Yoshimura. Ça, c'est toujours sympa pour débuter l'année. Et puis, ça permet aussi de se placer par rapport au championnat, de voir la concurrence, comment c'est déroulé le Mans, et puis d'analyser un peu la course la semaine qui va arriver. Donc, dans tous les cas, oui, c'est quand même sympa de commencer l'année. C'est bien de la finir. On a fini au bol d'or. Au bol par une victoire, oui, effectivement. On commence l'année avec les 24 heures moto avec une victoire. Ça va, globalement, on s'en sort pas trop mal. Ouais, puis j'ai fait les calculs ce matin. Vous savez, Damien, le record de distance, c'est 3599 km. Il vous manque 13 km pour battre le record. Il vous manquait pas grand-chose, hein, l'équivalent de 3 tours, je crois.
Cet après-midi, s'il faut que je termine, je peux peut-être rouler quelques tours. On va vous laisser vous reposer un petit peu. En tout cas, Damien, on va vous laisser travailler parce que vous nous l'avez dit, il y a pas mal de boulot entre le démontage, la préparation du championnat de France Superbike le week-end prochain à Lennon. Donc, on va vous remercier encore une fois de votre disponibilité, de votre présence. On va se tourner vers Julien également pour lui tendre le mot de la fin parce que juste derrière vous, on va recevoir deux autres invités. En tout cas, merci beaucoup Damien et puis on vous souhaite le meilleur pour les 8 heures de Spa. Ça sera début juin en Belgique. Chez vous, David. Merci beaucoup. Et puis j'ai un petit clin d'œil pour le junior qui a fait une très belle course et qui termine à la ouais. 4e place et la 12e place du général. Je suis fier des minots et fier de toute l'équipe. Voilà, ils ont fait un super travail. Très bien. Merci beaucoup, Damien. Julien, justement, même si la course a été très, très ennuyeuse, on l'a bien compris pour vous, ça reste quand même un super résultat. Cette 2e place, vous aussi, vous êtes idéalement placé pour cette saison 2024. Oui, tout à fait. Non, mais elle est ennuyeuse, mais s'il avait fallu signer avant le départ pour ce résultat, j'aurais signé ça en fermant les yeux sans aucun problème. Oui, des courses ennuyeuses comme ça, vous signez à chaque fois. Hein. Oui, ça sans aucun problème. Non, vraiment, je suis très content, surtout que le monde ne nous sourit pas. L'année dernière, on se souvient qu'à midi et demi, on était en tête, et puis on chute sur de l'huile d'un malheureux qui avait cassé un moteur, et puis finalement, on finit quand même 4e. Donc voilà, on est très très content. Enfin le chat noir qui nous surveillait nous a lâché les baskets. Et puis oui, aujourd'hui on va parler, effectivement, on n'est pas idéalement placé pour le championnat. Maintenant on sait que ça va être compliqué, ça va être long, ça va être dur. Moi j'ai pas envie d'y penser, j'ai envie de me dire comme on était au départ de la course, on y va, on a envie de gagner chaque course, on va faire le maximum, et puis on prendra les risques, on va pas calculer, parce que de toute façon, quand on calcule, on se pourrit, on part dans de mauvaises conditions, on se met la pression. Nous, tout ce qu'on veut, c'est faire des belles places. Puis si à la fin de l'année, on arrive à décrocher et puis garder cette Coupe du Monde, gagner cette Coupe du Monde, ben, on sera vraiment, vraiment heureux. Maintenant, c'est pas ce qui nous motive. Nous, ce qu'on veut, c'est faire des belles courses, s'amuser et puis se battre avec nos concurrents qui ont été vraiment fantastiques cette année. Et si on arrive à les battre, eh ben, vu le niveau qu'ils ont, c'est que nous, on a bien roulé aussi. Très bien, merci beaucoup Julien. On va vous libérer vous aussi également. Et puis dans quelques instants, on va être rejoint par Mike Di Meglio, le pilote de la Honda FCC numéro 5 qui a été plus que malheureux sur cette édition. Et puis un concurrent super stock chasse l'autre, mais on a reçu le deuxième avec Julien Diguet. Et dans quelques instants, on va se retrouver avec Stéphane Hadadj, le team manager de la Honda National Moto qui a gagné dans cette catégorie super stock. Encore une fois, mille merci messieurs. David, on est vraiment dans le vif du sujet avec ce que nous dit Julien et on sent qu'il n'y a pas de frein avec cette réglementation du manufacturier unique. On sent bien que si on veut gagner, si on veut attaquer, on peut le faire et les produits sont là pour y répondre. Tout à fait. Voilà. Alors justement, Mike, on va commencer par vous. Déjà, merci de cette disponibilité. On voit que vous êtes sur la route pour rentrer du côté de Toulouse. Ça va? Pas trop fatigué? Non, ça va. Merci à vous. J'ai pu me libérer un petit peu, non, mais bon. C'est la fatigue, mais c'est plus mental après une course dure quand même. C'est plus ça qui affecte que le physique. Il y a un peu d'affaires quand même dans une voiture de pilote qui descend aux 24 heures moto, là, parce que c'est très très chargé derrière vous, Mike. C'est ça, merci à Honda et mon concessionnaire, il me prête le ZR-V et là je pense qu'on ne peut pas le remplir plus que ce qu'on a fait sur une semaine, surtout qu'on ramène tout parce que la semaine prochaine on est au FSBK à l'aide-de-Nan. Donc c'est vrai, oui. Tout préparé pour la prochaine course. Alors Mike, on en a parlé un petit peu en début d'émission, notamment avec Damien Saulnier. Il y avait eu une très très belle bagarre, ça avait très très bien commencé cette 47e édition. Vous étiez au contact de la Yamaha et de la Suzuki. Il y a eu cette première chute de Josh qui met un petit coup de frein et puis ensuite votre chute. Pendant le direct, on vous a entendu parler de problèmes de frein. C'est ça, vous confirmez? On avait plutôt l'impression que comme beaucoup de pilotes qui avaient chuté avant vous, que ce soit Josh ou vous-même, il y avait beaucoup de problèmes d'adhérence. Mais finalement, c'est un problème de frein. C'est ça que vous avez identifié sur la moto? Oui, c'est ça. En fait, toute la semaine, on a eu des problèmes pour mettre en mise en régime sur les freins. Parce qu'on a eu des nouveaux systèmes d'étrier avec Nissin. Mais en fait, le team n'avait pas apporté les étriers 2023. Je pense que c'est l'erreur qu'on a commise. Et en fait, on a
toute la semaine, on s'est plaint de ça, mais quand on arrive après à avoir une température qui était bonne, ça allait. En début de course, Georges pensait que c'était dû au pneu avant, mais quand je suis parti, j'ai eu de suite la sensation du levier. En fait, on sent que ça, il se relâche, il reprend, et on sent aussi que la moto, elle refreine, elle refreine moins bien. Et avec le plein, j'ai fait attention au début avec le pneu avant, comme Josh m'a dit, fais attention, le pneu a du mal à monter en régime. En fait, c'était le frein qui jouait en fait, dans nos doigts. Et je me suis fait avoir au chemin au bœuf. Donc après de là, je suis reparti avec l'autre moto pendant une dizaine de tours. Pareil, j'avais la même sensation où je pouvais rien faire. Et quand j'ai eu le stop and go, ce qui est bizarre parce que normalement, on a besoin de température, je suis reparti après le stop and go. Et là, d'un coup, mon frein il freinait normalement et j'ai pu rouler. Et j'ai senti en fait que la moto s'arrête, je peux avoir un pilotage normal. Donc ça a été compliqué, même pendant la nuit. Au moins, on a changé les étriers quand on a un problème de pompe à essence, quand on a changé le réservoir. On a changé les étriers, là, pareil, pendant 5-6 tours, du mal à avoir un mordant constant. Et c'était pas facile à pouvoir gérer ça. Et puis après, on va dire que c'est revenu après normal. D'accord. Donc, si on revoit la chute, Mike, alors évidemment, c'est pas des images qui vont vous faire plaisir, mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous perdez l'avant, c'est en fait les freins qui reprennent, qui remordent sur les disques, c'est ce qui vous fait, comme on dit, croiser les skis. C'est ça, en fait, c'est ce phénomène-là, c'est que les plaquettes se sont remises au contact du disque. C'est ça, en fait, c'est un virage où on arrive là au début de course, il y avait pas mal de vent de dos. Donc on freine, on a du mouvement avec le pneu avant, donc on joue avec, on va dire, le mouvement. Mais en fait, j'ai le frein qui il se relâche, en fait, donc ça lâche la pression. Et d'un coup, ça se remet à refreiner plus fort. Et c'est ce qui me fait perdre l'avant. Et c'est ce qui aussi a fait perdre l'avant à Josh, en fait, en arrivant dans le dernier virage. Alors on le voit hein, sur les images, la moto elle est vraiment vraiment endommagée, c'est très compliqué. Heureusement que cette nouvelle réglementation vous permet de faire appel à un véhicule d'assistance et on voit ici la moto elle est ramenée avec 4 mécaniciens, donc vous allez être sanctionné comme vous l'avez dit par un stop and go parce que normalement il n'y a que 2 mécaniciens qui sont susceptibles d'être autorisés à pousser la moto. Par contre, dans le stand, il y aura vraiment un gros coup de l'équipe technique dans la mesure où vous allez mettre à peine 45 minutes, je crois, hein, d'immobilisation dans le box en lui-même pour remonter la machine. Vous avez changé la fourche, le bras oscillant, tous les carénages, les demi-guidons, le réservoir, tout ça en 45 minutes. Quand vous reprenez la moto, vous êtes sûr de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas d'appréhension. Bien sûr qu'il y a toujours un peu d'appréhension. Après, franchement, le type a fait un super boulot. Je pense qu'en moins de 20 minutes, surtout, ils ont remonté la moto. Parce que ça, on a mis plus de temps à la ramener au contrôle technique que après l'intervention de l'équipe. Franchement, hier soir, je les ai encore félicités parce qu'ils ont été rapides et c'était impressionnant. Je suis parti. Comme voilà, après une moto, on sait quand elle part en tonneau, on sait jamais trop sur quoi on va repartir. Je suis parti, la moto, elle était nickel. Franchement, on n'a eu aucun souci. On a eu des soucis annexes de la chute, mais franchement, le team a fait un super boulot. Je les ai encore remerciés hier. Ouais, c'est vrai qu'effectivement, quand il y a une chute comme ça, on s'attend toujours à ce qu'il y ait des petits problèmes périphériques autour de ça. David, je voulais juste rebondir par rapport à rebondir, sans faire allusion à la chute, bien évidemment. Mais évidemment, vous êtes en concurrence avec le manufacturier qui équipe la Honda, etc. Mais quand vous avez des adversaires de choix, vos adversaires directs comme ça qui quittent la course, dans quel état d'esprit on est? Est-ce que ça diminue la performance? Vous voyez ce que je veux dire dans l'analyse du résultat en se disant, bah, on préfère gagner quand tout le monde est là plutôt que quand finalement les aléas de la course font qu'on a moins de concurrence. Comment on le vit ça? Je pense que la compétition, c'est bien. On a besoin de ça pour l'innovation, pour développer les produits. Donc, on est toujours content quand il y a de la compétition et quand on gagne sur la compétition. On ne se réjouit pas du malheur des autres. Mais je pense que dans l'ensemble, on observe, on attend et on est content quand, comme je disais, il y a une bonne compétition devant. Oui. Ouais. Alors, la compétition pour vous, Mike, elle repart. Vous allez être au fond du trou, hein, on va le dire. Vous repartez dernier de cette 47e édition. Et puis, bah, vous savez qu'il n'y a qu'une chose à faire, c'est prendre sur vous avec Josh, avec Alan, pour tenter de remonter. Globalement, quand vous êtes reparti, l'équipe vous avait donné le tableau pour dire bah, si on va jusqu'au bout, on peut terminer à telle place. Vous saviez que vous pouviez rejoindre le top 10, par exemple, puisque vous étiez à cette place-là? Non, à ce moment-là, pas vraiment. Après, surtout, moi, j'ai mis 2 relais à reprendre du feeling avec l'avant. Parce que après la chute, où franchement, c'était pas facile. À partir du 3e relais, où j'ai commencé à rouler en 36, et même pendant la nuit, je commençais à me sentir de plus en plus à l'aise sur la moto et à reprendre confiance sur mon train avant.
C'était prendre du feeling. On faisait relais après relais. On remontait comme on pouvait. Juste avant notre panne technique dans la nuit, en fait, quand on a le problème de pompe à essence, que je suis obligé de repasser par exemple, on commence à voir qu'on peut sûrement essayer de revenir vers la 6e position si on arrive à maintenir un rythme comme ça. Après, on a perdu 10 minutes, mais bon, à la fin, on était quand même assez loin, mais bon, on savait qu'on pouvait revenir, voilà, 8e. Dans mon dernier relais, on m'a demandé de ralentir un petit peu le rythme pour passer l'heure parce que Josh consomme un peu plus d'essence que nous, donc essayer de passer l'heure et être sûr de ne pas avoir un stop de plus. Donc c'est pour ça que j'ai fait un relais en 38 et ça m'a permis de faire 36 tours. J'en ai fait 38. Mais bon, voilà, c'est dommage. Après, c'est dommage de finir comme ça parce que franchement, ça aurait été des points importants pour le championnat, même si on aurait espéré beaucoup mieux. Mais, Ouais, ça a été un ascenseur émotionnel, hein, cette édition pour vous, parce que, comme vous l'avez dit, vous êtes rentré dans le top 10. Et puis, la dernière image qu'on retiendra de cette Honda, c'est malheureusement le bris de la chaîne, hein, au moment où Josh arrive du côté du virage du musée. Et là, en fait, la moto est ramenée au stand, mais finalement, l'écarter était touché, j'imagine, puisque vous n'êtes pas reparti. Donc, c'était pas simplement que la chaîne à remplacer, il y avait d'autres éléments qui avaient été touchés, c'est ça ? Oui, c'est ça, le carter, un énorme trou dans le carter. Josh a pris aussi la chaîne dans le mollet, donc hier et ce matin encore, il a fait des examens pour voir si tout allait, parce qu'il avait l'avion pour rentrer en Australie. Et heureusement, bon, c'est bon, il a rentré, parce qu'hier, il n'arrivait pas à marcher, il avait un énorme bleu. Donc plus de peur que de mal. Donc bon, voilà, on sait qu'il sera apte pour Spa, ce qui est important, parce que bon, maintenant, il va falloir essayer de récupérer des points. Ouais, maintenant l'objectif est clair pour vous. C'est vrai qu'on était avec Damien Saulnier il y a quelques instants. Bon, il est idéalement placé puisqu'il est en tête du championnat. Maintenant pour vous, ça va être une course-poursuite. Au moins l'objectif est clair et les buts à chaque course seront clairement définis, même si à chaque fois que vous venez pour la victoire. En revanche, le format du championnat qui va arriver maintenant, l'année dernière il y avait 24 heures à Spa, donc des gros points. Là il y aura plus que 8 heures. C'est peut-être ça qui va être le plus difficile parce qu'il va falloir vraiment marquer des gros points à chaque fois et en espérant là, en revanche, des faux pas de vos adversaires maintenant. C'est ça, il va falloir que nous on soit compétitifs, donc il va falloir que le team travaille pour être prêt pour des courses de 8 heures et typé plus sprint, donc à eux de nous fournir une moto pour pouvoir se battre devant, parce qu'on voit quand même la Yamaha et la BM et le CERT évoluent d'année en année et le niveau augmente. Donc, il va falloir qu'on soit bien prêt là-dessus. Et puis après, il va falloir tout donner et en espérant aller chercher des victoires et voir ce que fait nos concurrents. Nous, le plus important, c'est se focaliser sur nous, essayer d'être le plus performant possible, mettre la pression, même si actuellement au championnat, on est loin. Mais si on empile des victoires, voilà, on sait que même si on finit pas l'année en étant titré, on sait qu'on aura récupéré. Je pense que là, au Mans, on était bien, mais il manque un petit peu par rapport à la concurrence. On est obligé de trop, je pense, attaquer. Mais voilà, il faut qu'on arrive à évoluer. Puis j'espère que la 2024, quand elle arrivera à Suzuka, elle nous permettra de passer un step de plus pour être plus compétitif. Très bien. Merci en tout cas, Mike. On ne va pas vous retenir plus longtemps. On sait que vous avez encore pas mal de kilomètres à parcourir. Merci à Eric Garcia qui est à vos côtés. Et il devait tenir peut-être la caméra, on va dire comme ça. Mais en tout cas, merci de votre disponibilité. Merci de vous être arrêté quelques instants pour partager ce débriefing avec nous. On vous souhaite une bonne fin de route. Soyez prudents. Et puis, on se retrouve évidemment à Spa pour les 8 heures. Merci beaucoup, Mike. Merci. Au revoir. David, on le disait, donc là, il y a cette concurrence évidemment sur la piste. Vous, les pneumatiques, parce que là on parlait de votre concurrent japonais, vous Dunlop, on sait que vous êtes un manufacturier anglo-japonais. Et les pneumatiques qui sont développés pour l'endurance, ils sont fabriqués où ? Ils viennent du Japon ? Ils viennent d'où ? Alors, tous les pneus qu'on utilise lors du championnat du monde d'endurance et les mêmes pneus qui sont vendus dans le commerce sont produits à Montluçon, dans l'Allier, en France. D'accord. L'Allier, c'est l'Auvergne, ça, non ? Je ne sais pas. Ah oui, c'est vrai que vous êtes belge. Je suis belge, je ne sais pas. Bon. Non, mais c'est aussi une volonté de votre part de les fabriquer à Montluçon pour plus de réactivité. Pourquoi cette solution ? C'est une usine qui existe depuis plus de 100 ans. Et donc, tout fonctionne bien là. On a un super centre d'excellence et on investit beaucoup dans le développement des pneus. Donc, il n'y a aucune raison de changer d'endroit. Bon, c'est une usine Montluçon qui est spécifiquement dédiée à la compétition ou il y a des lignes de produits grand public, je dirais ? Non, il y a aussi les pneus qu'on vend dans le commerce, donc des pneus routiers.
D'accord. Et c'est que moto ou il y a d'autres ou voitures également? C'est une usine spécialisée dans le pneu moto uniquement. D'accord. Ok. Bon, affaire à suivre, donc on verra si à Spa les pneus de l'Allier fonctionnent bien. Un petit retour quand même sur la performance de la BMW, deuxième de ces 24 heures. L'année dernière, il y avait eu également un très très bon résultat sur l'ensemble de la saison, puisque sur toutes les courses de 24 heures, elle avait terminé sur le podium. Comment vous, en tant que partenaire, vous êtes satisfait de cette performance? Comment on peut l'exploiter? Qu'est-ce que vous attendez de ces résultats et de cette saison 2024 par rapport à la BMW? Et on rappelle aussi que vous êtes partenaire de la KM99, la Yamaha du team de Mario Cooper. Pardon. Tout à fait. Alors dans les deux cas, autant pour la KM que la BMW, on est très contents. Ce sont des équipes excellentes, très performantes, avec des bonnes motos, des bonnes équipes, des bons pilotes. Et c'est une super opportunité pour nous, comme je disais, de développer les pneus et de valider tout ce qu'on développe et tout ce qu'on produit, même les pneus standards en conditions de course, les mettre à mal, les tester autant leur performance que leur longévité et surtout la constance. Parce que vous disiez tout à l'heure, à juste titre, que le record du Tour a été établi par Niccolò Canepa, le record en piste pendant la course. Ouais. Ça a été fait, je pense, en matinée, le dimanche. Ça a été fait... Ilya Michalczyk qui a roulé en 35,9, je pense, 2 dixièmes plus lent que Niccolò Canepa dès le matin. Et donc, super temps, très compétitif. Et ça a été fait au 30e tour de son relais. Donc aussi pour dire qu'on a des pneus qui vont bien et qui vont longtemps... et qui bien et longtemps. Voilà. C'est ça. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que vous venez de dire, David, parce que c'était Hilal qui avait le meilleur temps en course l'an passé. Oui. Et le gap cette année a été impressionnant parce que la performance de Niccolò Canepa, c'est quasiment 1 seconde pleine de gagné par rapport au temps de l'année dernière. Mais Hilal Michalczyk, lui aussi, il a amélioré quasiment de 8 dixièmes. On l'explique comment? C'est avant tout les conditions de piste, c'est le développement aussi du pneumatique qui fait qu'on gagne à chaque année, à chaque participation un petit peu. Je pense que la technologie évolue d'année en année, autant au niveau des motos que des pneumatiques, bien entendu. Et donc, c'est comme vous disiez, les conditions certainement aident aussi. Il y a des plages où c'est plus facile, mais je crois que c'est plutôt une évolution technologique des motos, des composants et des différents pneus qu'on utilise. Très bien, merci. Alors, on parlait des autres machines. On attend, pour ne rien vous cacher, on attend que Stéphane Haddad réussisse à se connecter. Il a des petits soucis et on aimerait bien obtenir quelques réactions du team manager de la Nationale Moto qui a donc gagné cette catégorie Superstock. Nous, on va en profiter en espérant qu'il se connecte d'ici là, de faire un petit point. C'est vrai qu'il y a eu des déçus. On parle notamment de la Honda Viltaïs numéro 333 qui a rapidement quitté la scène. On parlait de la KM99 à l'instant, David. C'est vrai qu'elle avait fait un super début de course et puis il y a eu ces 2 chutes qui ont totalement enrayé la machine et c'est un peu dommage parce que même comme le disait Mario Cooper, même si ce n'est que leur 5e course, parce que l'équipe a été créée l'an passé, ils ont déjà démontré qu'ils étaient au niveau parce que je crois que même Randy de Pugné fait un 36-0 comme meilleur chrono de la machine, donc on est vraiment sur les valeurs proches de celles qu'on évoquait avec la BMW. Exactement, une moto très compétitive qui est pour une jeune équipe est déjà dans le haut du classement et a tout son potentiel pour monter sur le podium, on espère gagner et qui malheureusement a rencontré quelques soucis pendant la course. Ouais, c'est vrai que ça n'a pas été simple aussi pour eux parce qu'ils ont des personnes qui sont impliquées aussi sur le programme du championnat du monde Superbike. Il y avait une concordance de date avec Assen. Fabien Forêt, le coordinateur sportif, n'était pas là. Le responsable de la télémétrie était pas là non plus. Ils étaient à Assen. Et Mario Cooper disait que c'était des éléments forts qui leur manquaient un petit peu et qui leur a peut-être pas permis de bien travailler ou en tout cas travailler comme ils le souhaitaient, notamment aux essais. Mais après, en course, on a vu que ça allait quand même bien. Ça laisse augurer de bonnes choses et notamment à Spa parce que là, à Spa, on sera à domicile. On sera à domicile et surtout KM99 qui est basé pas très loin de Spa. Voilà, et même la BMW, puisqu'on rappelle que Werner Dammon, le team manager de la structure de la BMW, est belge et que le team aussi, je crois, il n'est pas basé si loin que ça, non ? La Belgique, c'est pas très grand, mais ils sont basés côté flamand, donc plutôt à 1h30 de route de Spa, on va dire. D'accord. Vous êtes plutôt wallon. Moi, je suis de Bruxelles, en plein milieu. Sur la ligne médiane, c'est parfait. Du côté des autres résultats, il est évidemment impossible de passer sous silence l'excellente 5e place du Tati Team Béringer qui a troqué sa Kawasaki avec laquelle il roulait depuis des années pour une
pour une Honda. Ils ont fait eux aussi une superbe course. Ils ont été présents très rapidement dans le top 10. Ils ont profité des opportunités et des aléas qui ont frappé les autres concurrents. Et cette Honda numéro 4, eh bien, elle termine en 5e position. C'est un super résultat pour cette équipe, d'autant plus que Baptiste Enjolras le disait, ils ont pris le pari de rouler avec la moto 2024 avec encore un petit peu d'incertitude. Ils n'avaient absolument pas de pièces de rechange puisqu'ils se servaient du mulet comme base de ressources s'il y avait eu des problèmes. Et au final, ils terminent 5e. Donc ça, c'est une très très belle performance pour le Tati Team. On espère que la saison pour eux aussi est bien lancée. La Kawasaki numéro 11, eh bien, elle termine 4e. Ils se sont battus à la régulière avec leurs armes. Ils l'ont dit, hein, même Grégory Leblanc l'a dit, à la régulière, les 3 premières sont intouchables. C'est 4e, c'est ce qui pouvait de mieux nous arriver. Et donc, ils sont cohérents par rapport à leur tableau de marche. Voilà donc pour la Kawasaki. Voilà, chose promise, chose due, il a réussi enfin à nous rejoindre. On est très heureux d'accueillir sur cette émission de Talkback GP consacrée aux 24 heures moto Stéphane Hadadj, le team manager de la Honda Nationale Moto numéro 55 qui s'est imposé donc hier dans la catégorie Superstock. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va, heureux, on ne se rend pas encore compte de tout ce qui nous arrive, mais oui, très, très, très content et très fier d'être là. Bon, Merci. pas trop fatigué, un peu récupéré quand même ou c'est encore un peu dur ? Non, pas encore récupéré. Je mets en général facilement 3 semaines à récupérer parce que depuis le jeudi, on dort très peu. Et puis, bien sûr, si on va jusqu'à la fin de la course, entre le samedi et le dimanche, on ne dort pas du tout. Donc, voilà. Bon, on va dire que dans ce cas-là, c'est une bonne fatigue. Hein. Il vaut mieux aller au bout de la course. Voilà, tout à fait. Bon, alors... On le disait, notamment on a eu en première partie d'émission Julien Diguet qui nous disait que ça avait été une course incroyable pour vous, mais à distance, parce que chacun de vous reprenait les dixièmes que son adversaire lui mangeait dans le tour d'avant, etc. Comment vous avez vécu, vous, cette course du côté du team National Moto ? À quel moment vous avez peut-être compris que ça serait peut-être la bonne ? Ah, je ne l'ai compris qu'à 15h, je l'avoue. Non, mais encore une fois, on a été énormément tous marqués par la fin du Bol d'Or 2023. Donc, je pense que c'est l'expérience aussi de se dire qu'il faut attendre le drapeau à damier, surtout avec si peu d'écart. Alors, certes, il y avait un peu plus d'écart qu'à certains moments de la course quand on est arrivé à la fin de la course. Mais il fallait juste un arrêt de plus et on aurait pu passer derrière. Donc, c'est vrai qu'il fallait rester extrêmement vigilant. Alors, quand vous dites, on se rappelle ce qui s'est passé au Bol d'Or, juste un petit retour en arrière pour nous rappeler effectivement cette cruelle désillusion, sans trop remuer le couteau dans la plaie pour nos auditeurs, Stéphane. Donc, en effet, au Bol d'Or de l'année dernière, 2023, nous étions premiers de notre catégorie. On se battait avec la 33 et à un quart d'heure de la fin de la course, la moto a commencé à avoir des problèmes techniques et du coup, ça nous a obligés à pas abandonner parce qu'on a tout fait pour faire un tour de plus pour pouvoir passer la ligne d'arrivée, mais on a perdu et la victoire stock du Bol d'Or et le titre de champion du monde. Donc, je vous laisse imaginer la désillusion. Et en effet, le couteau dans les plaies a été remué d'ailleurs pendant plusieurs semaines parce qu'on a eu énormément de gens qui nous ont écrit leur sympathie envers le team parce qu'ils étaient aussi déçus que nous puissions pas arriver avec, encore une fois, l'antériorité du team qui est très importante depuis 1971 et c'est vrai qu'il y a eu des mauvaises années, il y a eu des meilleures années, mais finir si proche du but, ça a été quand même très difficile à accepter. Alors justement, vous le disiez, National Moto est l'une des plus anciennes et plus emblématiques équipes du plateau du championnat du monde d'endurance. Ça fait 53 ans, 52 ans si je compte bien, que vous êtes engagé sur l'endurance. Alors pas forcément en continu, mais que vous avez toujours au moins participé à une course dans une saison. Cette victoire en catégorie Superstock, à quel niveau vous la placez par rapport, on s'en souvient tous, par rapport à votre victoire au scratch, cette fois en 2006? Est-ce qu'elle a une saveur particulière? Est-ce que vous la placez un peu en dessous, un peu au-dessus? Comment vous la qualifieriez?
Il faut savoir vivre avec son temps. Aujourd'hui, la catégorie super stock correspond beaucoup plus à notre philosophie de l'endurance et à nos capacités financières pour s'engager. Et je la mettrai au même titre que la victoire de 2006, qui a été juste fabuleuse pour nous. Mais cette victoire de 2024, elle a beaucoup d'engagement personnel avec nos bénévoles et aussi les pilotes, parce qu'on fait une vraie équipe qui s'entend extrêmement bien. Je ne vais pas dire fusionnel, mais ça en est pas loin. Et c'est ce qui, je pense, contribue au succès d'aujourd'hui. Alors justement, on en parlait avec Julien Diguet, hein, le team manager de la moto Chrome Burner RAC 41. Lui avait fait le choix de partir sur une équipe de 4 pilotes. Vous êtes resté fidèle à votre trio, c'est-à-dire les frères Suchet et Guillaume Raymond. Vous n'avez pas été tenté justement de passer sur un quatrième pilote. Expliquez-nous votre choix et qu'est-ce que pour vous ça induit comme technique et comme tactique. Alors, il est vrai que le fait d'avoir la possibilité cette année de mettre un quatrième pilote pour tous les teams, je vais être transparent avec vous, moi je n'y suis pas particulièrement favorable. Je considère qu'il y a quelques années, nous-mêmes, on a fait, nos pilotes, quand je dis nous, c'est les pilotes, l'équipe et les bénévoles, ils ont fait un bol d'or à 2 pilotes, hein, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 3-4 ans. Donc, je considère que la discipline de l'endurance doit rester une discipline difficile. Déjà, j'y étais pas forcément favorable. Deuxième point, maintenant, bon, il faut savoir aussi se remettre en cause. Deuxième point, c'était de se dire, tous les teams qui vont prendre un quatrième pilote, c'est moins de choix pour les autres, voire moins de possibilités qu'il y ait d'engager, puisque une moto et un team ne peut s'engager que quand il a des pilotes. Donc, et dernière chose, le fait qu'ils n'allaient pas rouler beaucoup. Déjà, les semaines de course pour les essais deviennent de plus en plus restreints. Donc, quand vous avez 4 pilotes à faire rouler, Le Mans, tout le monde le connaît. Spa, il y a beaucoup moins de pilotes du plateau qui le connaissent. Pour moi, c'était essentiel de pouvoir conserver dans mon idéologie 3 pilotes. Et se rajouter à ça, bien sûr, même si j'ai été très sollicité cet hiver, le choix de conserver le trio, parce qu'encore une fois, on a été au bord du succès au Bol d'Or. La course était plutôt bien passée. C'est un fait de course, en fin de compte, pour la finalité de tout ça, c'est que, puisqu'on n'a pas touché à la moto pendant un mois par la telle frustration, c'est qu'au démontage, Sébastien, lors d'une chute au Bol d'Or, une chute collective, il y a une moto avec mis de l'huile, il était derrière, il avait chuté. La moto était restée très peu de secondes sur le côté, mais le moteur ne s'était pas arrêté. Et donc, il est reparti. La moto a très bien fonctionné. Mais le problème, c'est que ça a occasionné une amorce de serrage sur le cylindre opposé du côté où la moto s'était couchée. Et quand vous vous dites que c'est juste à un quart d'heure près que ce moteur aurait pu durer plus, voilà. Donc, la frustration était extrêmement importante. Mais la chimie, la composition du team était bonne déjà. Donc, voilà, le choix a été de conserver le même trio pour cette année et de se dire, on repart avec les bases qu'on connaît et avec ce trio de pilotes. Oui, parce que maintenant, Valentin et Sébastien Suchet et Guillaume Raymond, ça fait quoi? Ça fait 3 saisons maintenant qui sont sous les couleurs de National Moto. Exactement, tout à fait. Maintenant, ça fait 3 saisons qu'ils sont avec nous et c'est créé en effet une amitié entre les 3 pilotes et puis même envers le team, une confiance aveugle quasiment. Alors on en parlait aussi, et puis j'imagine que bien évidemment ça a dû être compliqué aussi pour vos pilotes, c'est les conditions météo. On en parlait avec Damien Saulnier en début d'émission, avec Julien, même avec Mike Di Meglio il y a quelques instants. Ce froid, ça a été quand même difficile. Comment on arrive à gérer quand on est team manager par rapport aux consignes des pilotes? Est-ce qu'on leur demande une plus grande prudence, même si on peut se dire que des fois c'est un petit peu antagoniste, parce qu'on va leur demander de prendre moins de risques, mais s'ils roulent moins vite, les pneus chauffent moins parce qu'il fait froid. Comment on gère ça quand on est dans la position du team manager et quand on est en tête de sa catégorie?
Alors, concernant le froid, on l'a tous vécu. C'était aussi bien pour les pilotes que pour même les mécaniciens, hein. Mmh. Quand ils restaient à attendre sur la pit lane, je peux vous dire que alors certes, ils avaient plus de facilité à se réchauffer, mais bon, toutes les heures, c'était à peu près 10 minutes, le temps d'attente, de se préparer, de s'organiser. Donc vis-à-vis des pilotes maintenant, pour répondre à votre question, vis-à-vis des pilotes, on leur demandait surtout de bien se reposer entre les relais. On a aussi adapté notre environnement pour qu'il soit beaucoup plus dans un environnement chaud immédiatement, qui ne perd pas de temps pardon, dans les transferts entre le box, la semi et l'hospitality où ils vont se reposer. Mais au-delà de ça, après, c'est leur capacité mentale pour moi à résister aussi à la douleur et c'est vrai que ça dépend de leur entraînement. Encore une fois, un pilote d'endurance doit s'entraîner bien en amont de la course. La course est juste la finalité de son entraînement et c'est vrai que là aussi, les frères Suchet et Guillaume, ont un entraînement, c'est ce que je leur demande également, mais aussi maintenant ils le font par plaisir et par passion, un entraînement durant toute la saison. Est-ce que vous diriez que c'est l'une des courses les plus difficiles en termes de conditions météo, même si on sait que des fois la pluie c'est très compliqué sur une course d'endurance. On ira à Spa dans pas longtemps et on regardera le ciel avec attention. Mais ce froid, est-ce que c'est des conditions de course qui rendent encore plus difficile l'épreuve? Oui, mais on a connu pire. Enfin, souvenons-nous quand il y avait du brouillard, quand il y avait de la brume, quand il y avait de la pluie. Les conditions, sont difficiles, mais elles sont restées, sans pluie. Donc, pour moi, on n'a pas eu la pire des conditions. On a eu des conditions extrêmement difficiles. En tout cas, je ne les ai pas perçues comme des conditions qu'on n'avait jamais connues ou plus difficiles qu'on a pu connaître par le passé. Voilà, je n'ai pas forcément, heu les souvenirs de chaque course, mais cette course euh, elle m'a paru difficile, mais pas extrêmement difficile au point de la mettre dans un souvenir que ce soit la plus difficile. Non. D'accord, très bien. Alors, il y a eu donc cette course et pour une fois, elle a été parfaitement menée hein, de votre part. Il y a eu que des arrêts au stand pour des opérations usuelles, dirons-nous, parce que finalement, vous êtes passé au travers des embûches. Exactement, on a réussi à passer au travers des embûches, mais il faut une partie, je l'assimile comme ça aussi, une partie de chance, Mhm. hein, parce que ben, j'ai souvenir de 24 heures du Mans de Bol d'Or, où on s'est percuté au premier tour et qu'on abandonne. Donc, il faut une partie de chance. Elle nous a souri sur celle-ci. Et, euh, et en plus, le travail a extrêmement bien été fait. C'est vrai qu'hormis mettre de l'essence, des freins et des pneus, bah, c'est la seule chose qu'on ait eu à faire. Donc maintenant, ça a demandé un travail en amont de préparation et une vigilance des pilotes de tous les instants, ça c'est sûr. Au niveau matériel, Stéphane, il y avait deux camps hein, du côté des marques et des teams engagés, pas des marques, mais des équipes engagées avec Honda, soit la 2023, soit le modèle 2024. Quel a été votre choix, vous, pour cette course? 2023. Bon, j'ai choisi de prendre le modèle 2023, en fin de compte, sur la même philosophie que la fin du bol d'or. Puisque, encore une fois, les motos à 2024 n'arrivaient qu'en début d'année. C'est extrêmement difficile de préparer des motos quand elles arrivent. Quand on n'a pas le choix, on le fait. Là, on avait la possibilité de conserver le modèle 2023 et surtout, si vous voulez, notre structuration, c'est une personne et demie qui travaille à plein temps sur la préparation des motos et les motos arrivant en janvier ou février, il est quasi impossible pour Eric, mon frère qui prépare les motos et que je félicite là encore une fois parce que sans lui, on ne pourrait pas être là qui permet d'aborder aussi ces 24 heures du Mans plus sereinement que s'être précipité à préparer un modèle 2024. Très bien. Alors, pour finir, évidemment, Stéphane, à l'arrivée, il y a le drapeau à damier, il y a la victoire dans cette catégorie. Quand on est en haut sur ce podium, sur ce nouveau podium du circuit Bugatti, quel est le premier sentiment qui vous habite avec vos pilotes? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit à ce moment-là? Oh, bah, pour moi, personnellement, si vous voulez rentrer dans mon intimité, c'est bien sûr une fierté
pour Eric et pour moi, par rapport à nos parents et particulièrement à mon père, qui a créé le team et qui nous a quittés maintenant il y a 12 ans. Mais au-delà de ça, c'était remercier tous nos bénévoles parce que le seul cadeau que je puisse leur offrir, c'est une place. Et quand c'est la première place de notre catégorie sur le podium des 24 heures du Mans, premier Honda, premier stock, premier privé. Enfin bon, ça émeut énormément et c'était vraiment un cadeau pour nos partenaires et nos bénévoles, bien entendu. Très bien, merci beaucoup Stéphane de vous être rendu disponible pour participer à cette première émission de la saison. Le prochain rendez-vous, évidemment, c'est Spa. Ça sera 8 heures, donc ça sera peut-être encore une physionomie de course différente. On vous souhaite le meilleur. Pour l'instant, profitez bien de cette victoire et surtout de votre première place au championnat, puisque là, vous êtes premier. Exactement. Merci encore, merci à tous et merci au public et à ceux qui nous soutiennent. Oui, et puis si je peux me permettre, juste pour faire, puisque vous faites allusion au public, Stéphane, il y avait eu un gros pari qui avait été tenté par l'organisateur, l'Automobile Club de l'Ouest, sur le bruit, la réduction du bruit, notamment pendant la nuit de samedi à dimanche. Visiblement, ça a porté ses fruits. En revanche, et là, on peut être quand même un petit peu agacé, il y a eu énormément de dégradations dans le paddock. J'espère que vous n'en avez pas été victime. Il y a eu des vols également, des équipes qui se sont fait voler les casques des pilotes, des combinaisons, et ça, c'est inadmissible. Et je trouve que quand autant d'équipes, autant de bénévoles s'impliquent pour offrir un spectacle sur la piste, la moindre des choses, c'est de les respecter en coulisses. Et de ce point de vue-là, je trouve qu'il n'y a pas de place pour ce genre de choses sur le paddock de l'endurance. Vous n'en avez pas été victime, vous, dans votre équipe, Stéphane ? Alors, on en a été victime, pour tout vous dire, et vous avez tout à fait raison de le rappeler à tout le monde. On en a été victime pendant la visite des stands. Et on a vu passer quelqu'un avec une combinaison et un casque. Alors, c'était d'un de nos mécanos, mais c'était notre pompier. Donc, on aurait difficilement pu faire la course. En tout cas, on aurait dû chercher des solutions d'urgence. Et on a dû lui demander je lui ai demandé de se déshabiller, de me restituer les vêtements et le casque. Et on a eu la chance de pouvoir les récupérer. Très bien. On espère que ces incidents resteront très contenus et maîtrisés pour la suite de la saison. En tout cas, encore une fois, merci Stéphane. Bravo pour ce résultat et rendez-vous à Spa-Francorchamps. Merci. Merci au public. Au revoir. David, on arrive au terme de ce premier débriefing de la saison sur le championnat du monde FIM WC. Merci beaucoup de votre présence, merci de votre disponibilité. On rappelle que vous êtes de passage parce que vous rejoignez la Belgique, comme vous nous l'avez expliqué il y a quelques instants. Merci beaucoup. On espère qu'à Spa, ça se passera aussi bien, sinon mieux pour vous par rapport aux deux équipes que vous équipez, BMW, enfin deux équipes de pointe, BMW et la KM99. Est-ce qu'on peut s'attendre à des évolutions entre les 24 heures et l'épreuve de Spa ou le développement est figé ? Le développement est figé, mais après on a des nouveautés quand même pour Spa et c'est un circuit différent, des conditions différentes, donc on verra bien. On croise les doigts. Donc pareil pour les super stocks, vous allez peut-être faire un choix, un centrage de pneumatiques différent par rapport aux spécificités du circuit, parce que évidemment chaque circuit a ses spécificités. Spa, ça va très vite, il y a des grands appuis, c'est pas forcément les mêmes références que vous allez amener à Spa, c'est ça ? Pour Le Mans et Spa, ce sont les mêmes spécificités pour les équipes Superstock. Comme on le disait plus tôt aussi, les pneus offrent une large plage d'utilisation, donc pour Spa et Le Mans. Et même le bol, en tout cas pour les pneus slick, on utilise les mêmes références. David, merci de votre présence encore une fois. Quant à nous, on se quitte pour ce premier débriefing de la saison d'endurance et de championnat du monde FIM EWC. On se retrouvera au mois de juin, puisque la prochaine épreuve, ça sera à Spa pour les 8 heures. On se retrouvera le lundi suivant l'épreuve. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.